Merci à toutes et à tous pour votre présence à ce conseil municipal. On va commencer parce qu'on a un ordre du jour copieux. Donc je vais demander à Mme Bêtise Appiano de procéder à l'appel, s'il vous plaît. Monsieur Laurent Thuot. Présent. Madame Brigitte Bourgage. Monsieur Jean-François Bérenguet. Madame Françoise Amargé-Poijon. Monsieur Vincent Martin. Madame Elisabeth Ménétrénal. Monsieur François Robin. Madame Aurélie Maillot. Monsieur Alain Combe. Madame Marie Paoli. Monsieur Raoul Dalle. Madame Galiette. Monsieur Francisco Silvano. Madame Patricia Rousseau. Monsieur Nicolas Trotouin. Monsieur Philippe Torres. Madame Catherine Tuet. Monsieur Thierry Jacques. Monsieur Christophe Lacasse. Madame Stéphanie Noël. Monsieur Aurélien Mandevant. Madame Sonia Nunes-Basse. Monsieur Nicolas Rousson. Madame Valérie Trémonière. Madame Laetitia Optimo. Monsieur Francis Tursat. Monsieur Bruno Portal. Monsieur Karim Abel. Monsieur Philippe Pouget. Madame Emmanuel Soulier. Madame Fabien Méliane. Monsieur Jérémy Blanger. Et Madame Michel Jacques. Merci Madame Appiano. Je détiens le pouvoir de M. Jean-François Bérenguet pour Madame Brigitte Bourgage, de Madame Aurélie Maillot pour Madame Marie Paoli, Monsieur Thierry Jacques pour Madame Patricia Rousseau, de M. Aurélien Landebord pour Madame Sonia Nunes-Basse, de M. François Tursat pour M. Raoul Dalle, M. Nicolas Trotouin pour M. Alain Combe, pour Madame Catherine Tuet pour Madame Valérie Trémonière et M. Vincent Martin pour désigner un secrétaire de séance, je vous propose Brigitte Bourgade. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? On a l'approbation du PV de la séance du 24 janvier. Est-ce que vous avez des commentaires? Monsieur Abel. Monsieur le maire, mesdames et messieurs du conseil municipal, on revient une fois de plus sur ce compte rendu. Le dernier en date que vous nous présentez aujourd'hui, pour ne pas changer vos pratiques et vos habitudes, vous avez déjà censuré une formule qui était un peu cinglante mais qui était pleine de vérité de M. Pouget, puisqu'il avait affirmé, non seulement il l'a dit, mais il le revendique, que vous avez roulé le conseil municipal dans la farine à propos du dossier de l'école de Chablis. On le revendique, on le redit. Ça disparaît du compte rendu. En revanche, vos réactions à propos de M. Pouget apparaissent intégralement dans le compte rendu. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, une chose sur laquelle on revient depuis en fait quasiment le début du mandat, c'est qu'on vous demande, et ça se fait dans toutes les assemblées délibératives, communes, régions, départements, Assemblée nationale, Sénat, on identifie les votes des élus, c'est-à-dire qu'ils votent contre ou qu'ils s'abstiennent, on identifie clairement les élus. Vous refusez de le faire délibérément, ce n'est pas du tout la faute des rédacteurs ou du rédacteur, on s'est absolument convaincu que ça vient de vous directement. Ce petit jeu malsain auquel vous jouez de façon périodique, ça éclaire, ça démontre, et puis surtout ça confirme pour l'ensemble du conseil municipal votre grande fragilité, qui, je le crains, ne cessera de grandir jusqu'à la fin de votre mandat. Alors continuez ce petit jeu malsain, ça ne vous honore pas, ça ne vous grandit pas, surtout monsieur le maire, et puis nous voterons contre, sans état. Comme d'habitude, je l'ai dit. Encore que la dernière fois, vous êtes absolu. Mais vous revenez à votre position initiale du départ. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? Donc, des oppositions, des abstentions. Donc, les autres sont favorables. Je vous remercie. Communication des décisions prises en vertu de la délégation de pouvoir reçu. Donc, j'ai pris un arrêté numéro 1 concernant la signature d'un contrat de location avec Mathéo et Raphaël Dominguez, association Planète 2 roues 19 rue de Prévival, à titre gratuit le 2-23, toujours au même endroit, pour le Mans de Gévaudan Club Handball, donc gratuit, mais les charges sont à la charge du club le 3
les Sarmentelles, toujours à la même adresse, 19 rue Préjuval, pareil avec les charges répercutées sur l'association. Le 4, c'est des avenants pour le marché de réhabilitation et extension du cinéma Le Trianon de phase 2, lot 1, lot 6 et lot 14, avec l'entreprise Martinazo pour 22 916,50 €. Et lot 1, lot 4, avenant numéro 1, lot 14, électricité avec Rodier Schaeffer, donc pour 12 547,95 €. Ensuite, le 5, autorisant la signature de contrat de location avec l'association Saint-Vincent de Paul, 17 boulevard du Soubégrand, du 1er janvier 2023 au 36 2023. Donc c'est la fameuse zone à défendre de M. Laurent Magé pour l'association Saint-Vincent de Paul. L'arrêté 7 autorisant le dépôt de demande de subvention auprès du département de la Lozère au titre du FRAT pour la programmation 2023 pour la rénovation de revêtement en pierre calcaire du centre-ville de Mende, avec un montant de sollicité de 24 982,50 €. Et puis du mobilier urbain, toujours pour le centre-ville, pour 10 938,03 €. Un arrêté 11 autorisant la signature de contrat de location avec l'association Laboart, local route du Cossodoge, local de 200 m² situé au 48 route du Cossodoge, du 15 janvier au 14 janvier 2023 au 14 janvier 2026, à titre gratuit, sauf les charges. L'arrêté 12, autorisant la signature de contrat de location avec l'association Laboart, toujours au 19 rue du Préjuval, du 15 janvier 2023 au 14 janvier 2026, gratuit, sauf les charges. Un arrêté 18 autorisant la signature de marché avec la FIA pour les EPI, vêtements de travail et chaussures de sécurité. Donc il y a 4 lots. Donc il y a un lot 1 avec la quincaillerie Angle pour un montant minimum annuel de 2800, un maximum de 13 000 hors taxe. Le lot 2, donc à la autodistribution FIA, avec un mini de 4300, un maxi de 18 900 par an, non global. Non, c'est global. Le lot 3, fourniture de chaussures avec la quincaillerie Angle, avec un mini de 2800 et un maxi de 17 900. Et le lot 4, fourniture d'équipement pour la restauration, avec la SAS Les Shop, avec un mini de 600 et un maxi de 6300 pour taxe. Un arrêté 20 autorisant le dépôt de subvention auprès du département de la Lozère pour un concours technique de gestion du patrimoine foncier agricole. Donc c'est le travail qu'on a entrepris avec la SAFER sur les sectionnaux. Donc pour un coût de 4 800 €, la subvention du département est de 50%, c'est donc 2 400 €. Un arrêté 25 pour une demande de subvention auprès de l'État de la région Occitanie pour la rénovation énergétique de l'école de Terre Bleue. Donc on va chercher 80% sur un coût de 338 600 €, donc 60% sur le fonds vert et 20% à la région Occitanie. Un arrêté 26, toujours sur la rénovation énergétique de l'école Gérard Pons, pour un coût de 206 300 €. Donc on va chercher 80%, 60% au fonds vert et 20% à la région Occitanie. Un arrêté 27 pour une demande toujours auprès de l'État de la région Occitanie pour l'école des Chênes à Mende avec 80%, coût de 201 500 €, avec fonds vert 102 900 €, et dans la région 42 300. L'arrêté 28 autorisant le dépôt d'une demande de subvention auprès du département de la Lozère pour l'aménagement de la rue de l'Alpine et de la rue du Théâtre. Donc on doit chercher au département 32,22%, soit une somme de 39 993,13 € sur plus de 124 000 € de coût de l'opération. Un arrêté 30 pour 3 déclarations préalables
Volterra, donc rue de l'ancienne maison consulaire. Voilà pour ces éléments. Le point, monsieur Belger. Alors, juste une petite précision, parce que soit j'ai pas entendu, soit vous ne l'avez pas dit, mais concernant donc, le contrat de location avec l'association Saint-Vincent de Paul, on n'a pas entendu le montant. C'est gratuit. C'est gratuit, d'accord. Et ensuite, concernant les travaux de rénovation énergétique, donc il y a plusieurs écoles qui sont citées. Je voulais savoir également si l'école Del Castillo allait faire l'objet de rénovation énergétique. C'est un projet. On a toujours, dans le PMI, vous l'avez vu, vous le savez, toujours vous posez la question. Ça reste un projet de la ville de Vannes. Et vous pensez qu'il sera étudié quand? Ben, il avait déjà été étudié en 2016-17. Donc on a le volume, maintenant il faut qu'on le porte. On passe au point numéro 1 de l'ordre du jour, donc le constat de désaffection des classements du domaine public d'une parcelle située chemin des Éclantiers, Mme Paoli. Monsieur Rémi Servier et Madame Romana Arnal ont demandé à la commune de Mende l'acquisition d'un délaissé pour créer une place de stationnement à proximité de leur habitation. Le dit délaissé est classé dans le domaine public. Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L 2121-29, vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment l'article L 2111-20 et L 2141-1, considérant que le délaissé n'est ni affecté à un service public, ni affecté à un usage direct public, considérant l'intérêt manifesté par M. Rémi Servier et Mme Romane Arnal pour acquérir le dit délaissé, après réalisation du document d'arpentage matérialisant la prise cessible par la salle, boissonnade et arbuffage de Maître Estelle, il est proposé aujourd'hui de constater la désaffection d'une partie du domaine public 6 chemin des Éclantiers pour 27 mètres carrés. La future parcelle sera cadastrée AZ 779, de prononcer le déplacement de la dite parcelle du domaine public pour une incorporation au domaine privé de la commune. Merci Madame Paoli. Est-ce que vous avez des questions? Des oppositions, des abstentions? C'est adopté. Le point numéro 2, c'est la dénomination de voirie communale de Mme Morgane. Donc, ils vous ont proposé de désigner en délibération la dénomination des voies de la commune. Donc, cette dernière est sur le choix du conseil municipal, dont la délibération était exécutoire par elle-même. Donc, il vous est proposé, conformément au code général des collectivités territoriales, de dénommer des morceaux de rue qui n'avaient pas été faits dans le cadre du lotissement de Génico, à savoir la rue des 4 frères B, ces 4 frères qui sont tombés pour la France pendant la guerre de 14-18, dont 2 sont revenus ici au cimetière de Saint-Jean et 2 n'ont pas été retrouvés. Et ensuite, la traverse la rue Rosa Parks. Je pense que tout le monde sait qui est Rosa Parks, figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Et la traverse Adriès-et-Bélieu qui relie le chemin de Génico à la cité du Rance. Adriès-et-Bélieu étant un agent de la résistance qui exerçait, à l'époque, c'était une grosse chaussée, et qui a pu mettre en œuvre tout ce qu'il pouvait pour ralentir la progression des Allemands. Et donc, avec plusieurs de ses collègues, ils sont rentrés dans la résistance pour les aider et faire en sorte que cette progression avance le moins possible. Ils étaient dans la nappe de noyautage des administrations publiques. Et donc il habitait dans le coin. Et il avait la maison qui fait l'arrière. Et par ailleurs, Madame de Sévilleux, ça n'a pas de rapport. Elle avait été directrice du groupe scolaire. Elle est décédée en 1966. Est-ce que vous avez des questions, des oppositions, des abstentions? C'est adopté. Le point numéro 3, échange de communément de société d'environnement de développement, Madame Trémolière. En date du 5 avril 2022, la commune a prescrit l'ouverture d'une enquête publique conjointe en vue de
de l'aliénation d'un tronçon de chemin rural dans le secteur du Cosses-Doge et l'ouverture d'un nouveau tronçon de chemin rural en remplacement du tronçon de chemin supprimé. L'enquête a eu lieu du 29 avril 2022 au 16 mai 2022 et le conseil municipal a approuvé l'aliénation du chemin du Cosses-Doge et l'ouverture d'un nouveau tronçon de chemin rural en remplacement du tronçon du chemin supprimé. Aujourd'hui, les travaux ayant été réalisés, le bornage effectué par Fage et Associés, géomètre expert foncier, et conformément à l'évaluation du pôle domanial du Gard, il convient de procéder à la régularisation foncière. Partie cédée par Environnement Développement à la commune de Mende. Donc il y a 7 lots dont je vous passe les références cadastrales et les surfaces pour une somme de 40 990 € pour 4 099 mètres carrés. Et les parties cédées par la commune de Mende à Environnement Développement pour 1 139 mètres carrés pour une valeur de 11 390 €. Donc, nous vous proposons d'approuver l'échange des parcelles sans doute des parcelles citées ci-dessus et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes et documents nécessaires à cet échange. Merci Madame Trémolière. Est-ce que vous avez des questions, des oppositions, des abstentions? C'est adopté. Le point numéro 4, installation classée pour la protection de l'environnement. Le avis sur l'enquête publique en cours. Monsieur Rousson. Installation classée pour la protection de l'environnement, Société Environnement Massif Central, avis sur l'enquête publique. L'arrêté préfectoral du 24/01/2023 a prescrit l'ouverture d'une enquête publique unique portant sur la demande d'autorisation environnementale concernant le projet de régularisation et d'extension de l'installation de tri, transit, traitement des déchets non dangereux ainsi que de stockage de déchets inertes par la Société Environnement Massif Central. Cette enquête menée par M. Jacques Sirmès a débuté le 22 février et s'achèvera le 22 mars 2023. En application de l'article 7 de l'arrêté susvisé, le Conseil municipal doit donner son avis sur la demande d'autorisation. Dès l'ouverture de l'enquête, ou plus tard dans les 15 jours suivant la clôture du registre d'enquête, et proposer d'émettre un avis favorable à la demande. Merci M. Rousson. Bientôt les tâches de son autorisation qui est faite en fonction de l'évolution du site sur les 10-12 dernières années. Donc on vous propose de mettre un avis favorable. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions sur ce sujet? C'est ni un commentaire ni une question, c'est une observation que j'ai faite la semaine dernière dans votre conseil communautaire. Je me suis déclaré un peu déçu que nous ayons à débattre et donner un avis sur une opération qui est susceptible d'attenter à l'environnement, et c'est pour ça qu'une enquête d'utilité publique, et j'aurais aimé en effet que nous ayons le rapport du commissaire enquêteur, et donc des éléments suffisants pour pouvoir nous prononcer sur une opération. En l'état, avec cette absence d'éléments, nous nous abstiendrons. Ça fait, je comprends que vous n'avez pas regardé le dossier. Ah, le dossier, j'ai celui que vous m'avez transmis, oui. Non, et vous n'êtes pas allé à l'enquête publique, vous n'êtes pas intéressé. Non, mais je vous dis, j'aimerais avoir le rapport du commissaire. Vous n'avez pas votre propre opinion. Avec ma propre opinion. Moi, je me suis fait ma propre opinion sur le dossier en regardant le dossier d'Environnement 48, de l'ICPE qui est déposé. Je me suis fait ma propre opinion. Donc, je vous propose de délibérer favorablement. Non, j'attends également l'opinion du public. Mais peut-être le public pour vous, on ne pas beaucoup. Il y a la mienne, mais il y a celle du public. Non, mais je constate que vous n'avez pas jeté le coup d'œil. Alors, comme j'imagine que vous n'êtes pas tout seul, vous n'avez pas jeté le coup d'œil au dossier. Je connais du dossier, j'ai été informé. Si, attendez, vous ne pouvez pas, vous ne faites même pas votre propre opinion sur le dossier. Ah, mais avant de faire ma propre opinion, je le répète, pour moi, l'opinion du public est essentielle et elle doit primer même sur la nôtre. J'attendrai l'opinion du public. L'opinion publique, vous pouvez l'avoir. Non, mais c'était. L'enquête est en cours. Ben, je vous expliquerai un jour, en quoi consiste une enquête. Moi aussi, et vous verrez effectivement j'en ai suffisamment fait des enquêtes publiques. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? 1, 3, 4, et les autres sont favorables, je vous remercie. Le point numéro 5, je vais aller vite. Donc, il s'agit d'un bail de location pour un box ou un hangar sectionnel de Chavannes pour un renouvellement. Donc, à M. Jacques-Claude Ronal, avec un loyer principal annuel de 1 186,34 €. Donc, je vous propose de donner notre accord sur cette reconduction et la conclusion du bail afférent et de m'autoriser à signer tous les documents. Est-ce que vous avez des questions, des oppositions, des abstentions? C'est adopté. Le
point numéro 6, c'est pareil, sur la section de Chavannes, pour un renouvellement pour M. Sébastien Brager, avec le même montant, donc 1 186,34 €. Je vous propose de donner notre accord sur cette reconduction et la conclusion du bail et de m'autoriser à signer. Est-ce que vous avez des questions, des oppositions, des abstentions? C'est adopté. Le point numéro 7, pareil avec M. Bernard Pic, donc pour le même montant, 1 186,34 €. Donc je vous propose de donner notre accord sur cette reconduction et la conclusion du bail afférent et de m'autoriser à signer. Est-ce que vous avez des questions, des oppositions, des abstentions? C'est adopté. Le point numéro 8, convention de mise à disposition de personnel de la ville auprès de de personnel de la communauté de propriété de la ville de Mende. Monsieur Philippe Torres. Conformément à l'article 1 du décret 2008-580 du 18 juin 2008 relatif à la mise à disposition, l'organe délibérant est informé préalablement de la mise à disposition d'un agent faisant partie de ses effectifs. Un fonctionnaire titulaire est mis à disposition de la ville de Mende à compter du 1er avril 2023 pour une durée de 3 ans, soit jusqu'au 31 mars 2026, pour y exercer à temps partiel 50% les fonctions de technicien dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. La ville de Mende remboursera à la communauté de communes le montant de la rémunération à hauteur de la mise à disposition 50% et les charges sociales afférentes. Il est proposé d'adopter les termes des conventions de mise à disposition conclues entre la communauté de communes et la ville de Mende, d'autoriser M. le maire à signer la dite convention et d'autoriser M. le maire à signer l'ensemble des pièces nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision. Merci, M. Torres. Donc c'est la mise à disposition de Michael, donc qui est partagée entre la ville, voirie et la communauté de communes, eau et assainissement. Est-ce que vous avez des questions, des oppositions, des abstentions? C'est adopté. Le point numéro 9, convention de mise à disposition de personnel de CIS Cœur de Lozère, près de la ville de Mende, Madame. Donc, il s'agit du même décret que celui présenté précédemment pour un fonctionnaire titulaire qui est mis à disposition des villes de Mende à compter du 1er avril 2023 pour une durée de 3 ans, soit jusqu'au 31 mars 2026, pour y exercer à temps partiel 50% des fonctions d'agent de gestion financière. La ville de Mende remboursera au CIAS le montant de la rémunération à hauteur de 50% et les charges sociales afférentes. Donc il vous est proposé d'adopter les termes de convention de mise à disposition conclus entre le CIAS et la ville de Mende, d'autoriser M. le maire à signer la dite convention et de l'autoriser à signer l'ensemble des pièces afférentes à la mise en œuvre de la présente décision. Merci Madame Françoise Marge-Brajon. Il s'agit de Madame Céline Lissonine. Est-ce que vous avez des questions, des oppositions, des abstentions? C'est adopté. Le point numéro 10, adhésion de la ville de Mende à la procédure de médiation préalable obligatoire. Madame Stéphanie Morin. Le décret 2023 du 25 mars 2022 introduit une section dans le Code de justice administrative afin que les recours formés contre les décisions individuelles défavorables listées dans ce même décret soient précédés d'une tentative de médiation. La médiation préalable obligatoire vise à parvenir à une solution amiable entre les parties, les employeurs et les agents, grâce à l'intervention d'un tiers neutre. C'est un mode de résolution de litige plus rapide et moins onéreux qu'une procédure contentieuse. Cette médiation est assurée par le Centre de gestion de la Lozère à la demande des collectivités qui ont fait le choix d'adhérer par convention à la procédure de médiation préalable obligatoire en application des articles 2, 3, 2 et 4 du décret 2022-433 du 25 mars 2022 relatif du coup à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique. Ainsi, en qualité de tiers de confiance, les centres de gestion peuvent intervenir comme médiateurs dans les litiges opposant des agents publics à leur employeur. La procédure de médiation préalable obligatoire est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre de décisions administratives suivantes. Les décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article suivant, les refus de détachement ou de placement en disponibilité
Et pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus dans les articles qui sont cités ensuite. Les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental, ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au deuxième point ci-dessus. Décision administrative individuelle défavorable relative au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion interne. Les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie. Les décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics alléguées par les travailleurs handicapés. Les décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail, qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues dans les décrets cités. Donc le Centre de gestion de la fonction publique de la Lozère propose ainsi aux collectivités et établissements publics qui le souhaitent d'adhérer par voie de convention à la procédure de médiation préalable obligatoire. En cas d'adhésion, chaque collectivité pourra en cas de besoin bénéficier de cette mission. Donc au vu de tous les textes qui sont cités, il est proposé d'adhérer à la procédure de médiation préalable obligatoire pour les litiges concernés, d'approuver la convention à conclure avec le CDG 48 qui concernera les litiges portant sur les décisions nées à compter du 1er avril 2022, sous réserve d'une saisine du médiateur dans le délai du recours contentieux, et d'autoriser Mme Régine Bourgade, première adjointe, à signer cette convention qui sera transmise par le centre de gestion de la Lozère pour information au tribunal de Nîmes et à la cour administrative de Nîmes. Merci Madame Morin. L'idée là derrière, c'est effectivement de régler quelques litiges avant contentieux. Donc, au travers de la médiation avec des personnels du centre de gestion qui sont formés, c'est de pouvoir peut-être gagner du temps, régler du litige dans des délais courts et éviter d'aller devant le tribunal administratif. Donc, comme vous avez vu, ça peut être à l'initiative des parties, de l'une ou de l'autre, des deux parties, ou à l'initiative aussi sur proposition du tribunal administratif qui peut proposer d'aller vers la médiation. Voilà, est-ce que vous avez des questions, des oppositions, des abstentions? C'est adopté. Le point numéro 11, approbation de la loi contre la prévoyance des flux de somme. Suite à la décision portant sur le choix des mutuelles co-assureurs pour la conclusion de la convention de participation en matière de protection sociale complémentaire prévoyance en faveur du personnel, conformément aux dispositions de l'article 20 du décret 2011-1474 du 8 novembre 2011, la mutuelle nationale territoriale peut faire varier les tarifs en cas d'aggravation de la sinistralité. L'évolution de ces taux vous est présentée à l'article 1er de l'avenant joint en annexe. Il est proposé d'autoriser Mme Régine Bourgade, première adjointe, à signer l'avenant numéro 1 du contrat de prévoyance maintien de salaire et lycée joint en annexe, et d'autoriser Mme Régine Bourgade, première adjointe, à signer l'ensemble des pièces et à effectuer l'ensemble des démarches nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision. Merci Mme Rousson. Est-ce que vous avez des questions? Des oppositions, des abstentions? C'est adopté. Le point numéro 12, donc c'est l'adhésion à la charte d'engagement des employeurs publics lozériens, Mme Elisabeth Minet-Trenel. Les dynamiques politiques, économiques et démographiques actuellement à l'œuvre façonnent un environnement contraint pour les employeurs publics locaux. Face aux différents défis que pose le vieillissement de la population, des agents publics territoriaux, les tensions sur le marché de l'emploi ou encore l'augmentation des projets de mobilité professionnelle des agents, les collectivités territoriales et établissements publics doivent s'organiser pour garantir la continuité et la qualité des services publics relevant de leurs compétences.
Dans ce contexte, l'attractivité de la fonction publique territoriale et de ses métiers constitue l'un des leviers stratégiques pour lutter contre les difficultés de recrutement. En ce sens, le Centre de gestion de la fonction publique de la Lozère propose une lecture élargie de la question de l'attractivité autour de 4 axes fédérateurs: innovation et pratique des ressources humaines, environnement de travail facilitant, responsabilité sociale, accompagnement personnalisé. La présente charte a ainsi 2 objectifs: témoigner de l'attention particulière portée à la collectivité signataire à la vie professionnelle de ses agents, avec le soutien du CDG 48, dans une démarche d'amélioration continue. Identifier des axes d'amélioration souhaitables et des actions réalisables. En signant cette charte, la collectivité s'engage à établir conjointement avec le CDG 48 un état des lieux de son organisation et de ses pratiques en matière de ressources humaines, de management, de conditions de travail, de parcours professionnel. Promouvoir une démarche globale de qualité de vie au travail. Intégrer les supports fournis, l'audiovisuel à ces différents documents et communications, offre d'emploi, site internet, réseaux sociaux. La durée d'engagement dans la charte est de 2 ans, les possibilités de reconduction. Vu le Code général de la fonction publique, notamment l'article L 452-35, vu la délibération du Conseil d'administration du Centre de gestion de la fonction publique de la Lozère 2022-063 du 30 septembre 2022, portant sur la charte d'engagement des employeurs publics lozériens. Il est proposé d'adhérer à la charte d'engagement des employeurs publics lozériens jointe en annexe, d'autoriser Mme Régine Bourgade, première adjointe, à signer la charte jointe en annexe et à accomplir toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision. Merci Mme Elisabeth Guillet-Trenel. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette charte? Des oppositions, des abstentions? Monsieur Abed? Oui, monsieur le maire, c'est toujours une très bonne chose de voir un employeur public s'engager dans une charte avec un certain nombre de choses intéressantes, notamment le mérite de demande. Donc, bien entendu, on va voter pour, parce que ça va dans le sens du progrès. Mais c'est aussi pour nous, élus de Mandalier, un grand moment d'humour dans ce conseil municipal, parce que quand on lit innovation et pratique des ressources humaines, vous êtes un expert, monsieur le maire de Mende, puisque en matière d'emploi saisonnier et contractuel, vous avez une conception, une pratique de recrutement qui, à mon avis, ne colle pas vraiment cette charte d'engagement. Mais on est des gens positifs, alors on va se dire que vous allez changer enfin, et qu'il y aurait une égalité de traitement et une transparence complète dans le recrutement des employés saisonniers et contractuels de la mairie de Mende. C'est en tout cas notre vœu. Sincèrement, je ne sais pas si vous êtes déjà positif, parce qu'on va voir tout à l'heure des manifestations budgétaires, mais je crains que ça soit le défaitisme de l'autre côté. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Le rapport est adopté. Le point numéro 13, groupement d'intérêt public pour la gestion et l'exploitation du service restauration collective pour la ville de Mende, le centre intercommunal d'action sociale, le cœur de Lozère et l'hôpital Lozère, approbation de la convention constitutive. Un dossier éminemment important. Un dossier éminemment important. Donc, c'est Mme Zapiello. Alors, l'hôpital Lozère, la ville de Mende et le CIAS Cœur de Lozère ont notifié en juillet 2019, dans le cadre d'un groupement de commandes, un marché de fourniture de repas en restauration collective. Ce marché arrive à exploitation au cours de cet été 2023. Dans l'anticipation du terme précédemment exposé, les 3 membres du groupement ont conduit une réflexion ayant mené au choix de l'intégration de la prestation de restauration. Cette intégration réside dans l'élaboration des repas sur le site de l'hôpital de Mende et leur fourniture aux 3 collectivités concernées, soit l'hôpital Lozère, la ville de Mende et le CIAS Cœur de Lozère. Dans un calendrier de mise en œuvre contraint, effectivité au 1er septembre 2023, la constitution d'un groupement d'intérêt public regroupant l'hôpital Lozère, la ville de Mende et le CIAS est donc proposée à notre Assemblée. Dans le cadre du procédé dit de contrat in-house ou de prestations internes, intégrées ou encore quasi-régie, et après approvisionnement en denrées alimentaires, le groupement d'intérêt public sera donc amené à fournir des repas qu'il aura élaborés en 3 personnes publiques précitées. Pour 3 personnes publiques précitées, Ce faisant, et conformément à la réglementation applicable en pareille matière, il sera considéré comme le prolongement administratif des membres le composant et ne sera donc pas soumis aux règles de mise en concurrence dans ses relations avec eux. La formalisation de cette relation passe par l'approbation par le conseil municipal de la convention constitutive du GIP de restauration entre l'hôpital Lozère, la ville de Mende et le CIAS. Il est donc proposé d'approuver le principe de création d'un GIP pour la restauration entre l'hôpital de Lozère, la ville de Mende et le CIAS,
de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant amené à siéger à ce GIP pour la gestion et l'exploitation du service de restauration collective pour la ville de Mende, le centre intercommunal d'action sociale Cœur de Lozère et l'hôpital Lozère, et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention constitutive de ce GIP ainsi que l'ensemble des pièces afférentes à ce dossier. Merci Madame Betty Zampino. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires sur le portail? Oui, donc ce groupement d'intérêt public va prendre le relais de la Sodexo au 1er septembre, ce qui implique qu'il soit complètement opérationnel, notamment pour fournir les repas aux cantines scolaires. Alors, nous sommes tout à fait favorables à ce groupement, mais nous attirons votre attention pour atteindre des objectifs qui nous semblent essentiels, à savoir l'utilisation en priorité de denrées issues du département et de l'agriculture biologique, la qualité, bien sûr, nutritionnelle des repas, et proposer un tarif abordable pour les scolaires, avec le maintien de ce qui se propose depuis. Et enfin, je profite également de ce changement pour vous parler d'un point qui me semble important, à savoir la récupération des déchets, des denrées périssables, qu'il faudrait éviter de jeter à la poubelle. Alors, je vais peut-être vous faire sourire, mais il y a quelques années, je crois une dizaine d'années de ça, j'avais créé une association qui s'appelait La Basse-Cour Solidaire, que j'avais d'ailleurs rencontré dans mon programme à ce propos. Et c'était donc justement pour récupérer ces denrées périssables et puis avoir une ferme pédagogique sur la ville de Mende. Et vous le savez, monsieur le maire, que nos ancêtres, qui étaient voisins, étaient les premiers écolos. Ils ne jetaient rien, ça partait aux cochons et aux poules. Et c'était réutilisé, bien entendu. Donc voilà, peut-être qu'il faudrait en profiter pour réfléchir à ce qu'on pourrait faire de ces denrées périssables afin de ne pas les jeter à la poubelle. Donc vous avez du pain sur la planche, et du pain bio si possible. Oui, mais continuez à l'avoir. Donc je vais rajouter quelques éléments. C'est un sujet éminemment important, mais effectivement on a du pain sur la planche et on y travaille déjà depuis quelques mois. Mais on veut changer, et le pain bio d'ailleurs il est en place dans les écoles depuis 2008. Puis on a bien progressé après 2014-15. Je salue d'ailleurs Madame Bernadette Mourgue qui avait fait un travail extraordinaire dans ces écoles le temps de son engagement d'élu à la ville de Mende. Je crois que c'était quand même Bernadette Mourgue qui avait la science. C'est elle. Moi, je n'ai pas la science. Non, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Il n'y a pas la science, vous n'êtes pas cuisinière, le métier. Ah bon, voilà. Donc c'est elle qui a quand même tout son temps de contrôler tout ce qui nous arrivait, de contrôler tout ce qui était livré, qui était réceptionné dans la cuisine centrale et qui était livré après dans les écoles et qui regardait qu'effectivement, en regard de ce qui était décidé par la commission, les commissions de restauration et puis par rapport aux produits qu'on souhaitait, la qualité des produits qu'on souhaitait, c'était elle pour moi qui avait la science. Je suis désolé. Après, il y en a d'autres qui ont participé. Moi, j'y ai participé aussi. Et d'autres, oui. D'autres élus qui ont participé aussi. On avait créé à l'époque un groupe de travail pour justement sortir de cette logique de cuisine centrale, de société internationale. Donc, on avait eu pendant très longtemps Scolares, après on a eu Sodexo. Et donc on y est arrivé, ça fait 27 ans, je crois, donc un peu moins de 30 ans, allez, je vais en dire, un peu moins de 30 ans, que la cuisine collectivement était faite par des groupes industriels. Et donc là, on nous propose de sortir et de revenir à un dispositif local, à une cuisine locale. Donc je pense que tout le monde devrait y être éminemment favorable, puisque moi, depuis que je suis élu, depuis 2008, j'entends parler de cette question-là. On l'a loupé en 2016 déjà, je crois. On l'a reloupé en 2019, donc on a été obligé de conduire des marchés pour 4 ans. Et là, cette année, enfin l'année dernière plutôt, avec le directeur de l'hôpital, que je remercie aussi pour son écoute sur ce dossier, parce qu'à l'hôpital, il y a bien d'autres sujets à traiter, mais sur celui de cette cantine locale, il a été particulièrement à l'écoute. Donc on va
je l'espère, M. Portal on réussira tous ensemble. Alors sur les denrées, on le fait déjà depuis longtemps, et les denrées locales, on a toujours contraint nos prestataires, notamment le dernier sur les contrats de marché, à essayer de faire le plus local possible. La viande, par exemple, c'était une très large proportion de Lozère Viande qui était servie. Sur le bio, on avait toujours, alors nous on a commencé, je crois en 2008 avec le pain bio, c'était la base, on est toujours sur le pain bio, et puis après à partir de 2016, donc le premier des contrats courts qu'on a fait, le premier des marchés, on avait exigé qu'il y avait soit un bio, soit un local à chaque repas. C'est la base, c'est ça Valérie. Donc on est resté sur cette logique-là. Donc demain, on va essayer de faire encore mieux de ce point de vue-là. C'est tout du moins le sens de cette opération. Et après, il y a un élément qui va changer, qui devrait aider à changer aussi la donne, c'est le fait qu'on serve à liaison chaude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 3 productions par semaine à l'hôpital qui sont réfrigérées, enfin, mis température dans des conditions bien sûr sanitaires, et puis qui sont livrées dans les écoles au jour le jour en fonction du nombre de repas commandés, qui sont réchauffés et qui sont servis. On nous dit, et les spécialistes nous disent que la liaison chaude, ça offre très certainement une meilleure qualité culinaire et de service. Et je vais prendre l'exemple des frites, puisque les gamins, à l'école, ils aiment manger des frites. Quand on livre des frites qui sont réchauffées, ce n'est pas tout à fait les mêmes frites que quand on les transporte juste et qu'elles restent entre guillemets à température et qu'elles sont servies cuites fraîches, croustillantes. Donc souvent, on n'aura pas à Bonigeol, qui avait une friteuse encore, donc les frites étaient produites sur place à Bonigeol, encore elles sont produites sur place à Bonigeol, mais pour le reste, c'était des frites livrées, donc elles étaient plutôt réchauffées, donc plutôt molles. Donc les gamins, ils ne trouvent pas la... Voilà. Je prends que cet exemple, mais je pense que ça peut être démultiplié. Donc, à mon avis, on ne devrait pas perdre en qualité, parce qu'on va toujours travailler sur des produits locaux, on ne devrait pas perdre en qualité, parce qu'en liaison chaude, eh bien, on gagnera cette qualité. On ne devrait pas gagner un tarif, il ne faut pas rêver. Si on a déjà le même prix que ce qu'on paye aujourd'hui, je vous rappelle qu'on n'a pas augmenté, ça a été le choix politique qui vous a été proposé au mois de septembre de l'année dernière, on n'a pas augmenté le tarif pour les enfants dans les écoles à 2,40 €. Je ne suis pas certain qu'on puisse tenir ça dans la durée compte tenu de l'évolution des prix entre le mois de septembre, enfin avant toute l'année 2022, et puis là, de nouveau au premier trimestre 2023. Donc on a un prix à 2,40 € qui est facturé aux familles. Plutôt quand il est facturé 2,40 € aux familles, il reste pour vous 5 € à charge du budget communal. C'est important de le dire, ça. Parce que les familles, ils ne voient que ce qu'ils payent. Mais en fait, le prix du repas, c'est 7 €, 7,50 €. Alors, c'est pas tout à fait le même. Si on a une maternelle, c'est un peu moins cher que si on a une primaire, parce qu'en primaire, on mange un peu plus. Il y a des histoires de grammage. Et donc, aujourd'hui, on a un prix qui est extrêmement bas, qui doit être parmi les plus bas des principales écoles du département et d'ailleurs. Et donc, on va essayer de rester sur cette logique-là. On est en train de regarder, parce que certaines communes ont mis en place le repas en euros, là, qui est proposé par l'État, avec une compensation de l'État. Et donc, on va essayer de mettre un tarif social, entre guillemets, sur ce prix de repas dans les cantines. Donc ça modifiera sûrement, si on arrive à le faire au 1er septembre, ça modifiera sûrement la grille tarifaire. On n'aura plus ce repas de 2,40 €. Certains payeront 1 €, pendant que peut-être d'autres payeront 3,20 € ou 3,50 € ou 3,80 €. Voilà ce que je pouvais dire. En tous les cas, ça fait 2 mandats, même de plus maintenant, qu'on était sur cette logique de se dire qu'il faut refaire quelque chose de local. Et donc on va y arriver cette année, et donc c'est bien pour les enfants de la ville de Mende, c'est bien pour les crèches dans les CIS, je pense que c'est bien aussi pour les patients de l'hôpital Lozère site de Mende. Voilà, est-ce que Madame Jacques... Je ne suis
suis pas... Alors, vous comprendrez, enfin, permettez-moi quand même de vous dire que toujours vous me reprochez les uns et les autres de ne pas vous laisser la parole. J'ai demandé qui c'est qui voulait prendre la parole. J'ai allumé. Non, je ne vois pas moi si vous allumez ou si vous Non, mais allumez. j'ai allumé avant monsieur. D'habitude, on lève la main. D'habitude, on lève la main, Madame Jacques. Donc, je voudrais quand même vous faire remarquer que vous n'avez pas pris la parole quand je vous l'ai proposé. J'ai dit, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole? Vous n'avez pas levé la main, je ne vous ai pas vu, je suis désolé, je vous ai regardé pourtant parce qu'il me semblait que c'était le sujet qui vous intéressait. Donc, vous remarquerez, je vous fais remarquer que je vous laisse prendre la parole alors que j'ai déjà répondu. Allez-y, Madame. Merci, monsieur le maire. Bon, comme vous disiez, je ne suis pas cuisinière, mais je pouvais constater la qualité et j'y allais au moins une fois par semaine à la cuisine. Ça, je sais. Oui, j'ai beaucoup travaillé avec Madame Moon, donc je sais de quoi je parle. Pour le pain bio, c'était en 2009. Donc, lors de l'introduction du pain bio dans nos cantines, j'étais là, je me souviens du discours des élus d'alors. Je ne vais pas les nommer, mais il y avait Bernadette, évidemment. Le discours, c'était un premier pas vers tout bio à la cantoche. C'était quelqu'un que vous connaissez bien qui a dit ça. Notre objectif est évidemment d'aller plus loin. Les cantines seront progressivement converties au bio. À travers ce vœu de proposer du tout bio, c'est toute une démarche de santé publique qui est engagée. Souhaitons que ces vœux soient exaucés. C'est tout ce que j'ai à dire. En fait, vous savez très très bien que ce n'est pas possible de faire du tout bio. Non, parce qu'il faut aller chercher beaucoup de produits à l'étranger si on veut faire du tout bio. Bien sûr que si, dans un prix qui reste acceptable. Dans un prix qui reste acceptable. Non, mais vous pouvez faire de la démagogie tant que vous voulez. Il n'y a pas de sujet là-dessus, vous pouvez faire de la démagogie tant que vous voulez. J'avais donné un dossier, monsieur le maire, à ce sujet il y a un petit moment. Vous pouvez faire de la démagogie tant que vous voulez. Faire rêver les gens avec des choses qui sont économiquement pas possibles. Moi, je préfère travailler avec de la viande, de l'oseille viande, plutôt que d'aller chercher de la viande de bœuf ou d'autres à l'étranger, parce qu'on ne l'a pas en France. Je préfère faire travailler nos paysans locaux, et chaque fois qu'on le peut, on le fait. Comme je préfère faire travailler nos épiciers, nos petits producteurs, chaque fois, on a introduit par exemple pour les yaourts du Holloser, qui travaille sur les cantines. Il n'est pas référencé chez Sodexo, du Holloser. Il n'a jamais été référencé chez Sodexo. Magne, sur le COS, alors ça a changé, maintenant je ne sais plus comment il s'appelle, c'est toujours Magne. Il n'est pas référencé chez Sodexo. Sodexo, ils ont des référenceurs, je sais pas comment on dit, au niveau national. Et donc pourtant, ils servent ici la donc moi je préfère travailler avec du local plutôt que de dire oui, on est tout bio, en fait, et le bio on va le chercher dans des pays qui n'ont pas forcément toujours les mêmes pratiques ou les mêmes exigences que ce qu'il peut y avoir ici en France ou en Europe. Voilà, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est adopté. Merci. Ensuite, le point 14, qui est l'approbation du protocole transactionnel entre l'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Mende et la ville de Mende, M. Rollin. Par décision 132 du 16/12/21 et 175 du 12/1/22, décision prise en vertu des délégations de pouvoir de l'Assemblée déléguée exécutive. La commune demande à fait valoir ses droits de préemption en concernant l'ensemble du mobilier cadastré B 216 et 151 appartenant au consort des gens. Par requête déposée le 6/2/22 de l'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Mende, acquéreur et versé à 6 de juillet référé du tribunal de Nîmes afin de suspendre l'effet des décisions de préemption prises par la ville de Mende. Le tribunal administratif de Nîmes a rendu en demande de rejet de la sollicitation de l'ALCTJ demande. Cette dernière inscrit un pouvoir en cassation de la décision fiscale émise par ordonnance en date du 3/5/22. Le Conseil d'État n'a pas admis le pourvoi. Par requête déposée le 6/2/22. La LCTJ demande à demander l'annulation des décisions prises par la commune de Mende en date du 16/2021 et 12/1/22. Par courrier en date du 23/02/22, le président de la première chambre du CA de Nîmes a proposé à l'ALCTJ demande et la commune demande de recours à une médiation. Après accord des parties, une procédure de médiation a été ordonnée par ordonnance du 10/3/22. Au terme de cette médiation, les parties ont convenu. Donc pour l'association des témoins de Jéhovah de Mende, s'engage à acheter à la ville, demande une emprise foncière de 2076 m², partie de la parcelle BE 151, moyennant la somme de 186 840, soit 90 € CDC du mètre carré.
a déposé une demande de permis de construire au niveau de la ville de Mende pour la réalisation de la construction sur la nouvelle emprise, à se désister du contentieux en cours et du tout contentieux à venir, du contentieux du permis d'autorisation de purger de tout recours, à libérer les locaux actuellement occupés des réalisations de la nouvelle construction qui au plus tard le 30/09/2025. La ville de Mende s'engage à vendre à la LCDJ demande une emprise foncière de 2067 carrés, partie de la parcelle de 251, moyennant la somme de 186 840 € sur 90 € de CGT, a délivré un permis de construire relatif au projet de construction sur la nouvelle emprise dans le respect de la réglementation en vigueur, à louer à la LCDJ demande de locaux actuellement occupés des réalisations de la nouvelle construction du 15/09/2025. Le protocole d'accord transactionnel est joint à l'annexe de la présente proposée d'approuver le protocole d'accord transactionnel tel qu'exposé dessous et joint à l'annexe d'autoriser M. le maire à signer le projet de protocole ainsi que l'ensemble des pièces inhérentes à la mise en œuvre de cette décision. Merci M. Robert. Donc moi j'ai une phrase qui m'interroge, là c'est sur l'engagement de la ville de Mende, troisième à louer à la LCTJ demande les locaux actuellement occupés, des réalisations de la nouvelle construction, mais au plus tard à 30 ans. C'est juste qu'il faut corriger. Aujourd'hui, cette association occupe les locaux, donc le temps qu'ils construisent, on les laisserait bien sûr dans leurs locaux avant de les... Donc il faut tomber en France différemment. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions? Tout le monde m'observe à moment. Monsieur Portal. Oui, on va très bien aussi. Est-ce que vous pouvez quand même nous donner quelques explications par rapport au plan? Donc vous allez céder une partie de la parcelle donc, au témoin de Jéhovah, où ils vont faire une nouvelle construction, c'est ça? Un nouveau bâtiment, donc c'est celui qui se trouve à droite. La partie verte, c'est ça, d'accord. Et donc la mairie récupère toute la partie à gauche, et là vous allez raser l'ancien bâtiment. Peut-être. Vous ne savez pas encore ce que vous allez en faire, c'est ça? Si, moi j'avais parlé de projet de bowling. Ah, je pense que j'en ai parlé ici déjà. D'accord. Mais après ça s'étudie, pour l'instant on n'a rien étudié, on sort juste, si vous êtes d'accord sur ce protocole transactionnel, on va le sortir, on va le revendre, on va le construire, donc il va se passer un peu de temps avant que ça bouge. On pourra faire étudier la question sur cette emprise. D'autres demandes de prise de parole, des oppositions, des abstentions, 2, 3, 4, les autres sont favorables. Je propose de revenir au point numéro 15 sur le GIP parce qu'il faut qu'on désigne un représentant titulaire, un représentant suppléant qu'on n'a pas fait. Donc je vous propose de me désigner comme représentant titulaire et de désigner Mme Métisa Piello comme représentant suppléant. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est adopté. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le GIP. Et le point 15, donc, c'est l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association des Turcs de Mende et d'Europe. Donc, M. Dahl. À la suite du double séisme de Kahramanmaraş en Turquie et en Syrie, et compte tenu de l'ampleur de la catastrophe sanitaire, la ville de Mende a souhaité apporter son soutien aux sinistrés par l'intermédiaire de l'association du Tourisme de Mende et d'Europe. Il est proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle de 5 € à l'association des Turcs de Mende et d'Europe, d'inscrire les crédits nécessaires au budget. Monsieur le maire a signé l'ensemble des pièces et a réalisé l'ensemble des démarches relatives à la mise en œuvre de cette décision. Merci M. Dahl. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Donc comme toujours, quand il y a des sinistres ailleurs, c'est pas la première fois qu'on le fait, on propose une délibération, on aide. Et donc comme on a une association locale, on vous propose de leur attribuer localement. Est-ce que vous avez des oppositions, des abstentions? C'est adopté, donc on va passer au débat d'orientation budgétaire. Je vais laisser la parole à M. Alain Combe. Donc, comme chaque année, avant le vote du budget primitif, le débat d'orientation budgétaire s'impose à la commune. Les principales caractéristiques de ces orientations budgétaires, c'est
le maintien des taux d'imposition, un désendettement de la commune, un investissement soutenu pour le développement de la ville et des services à la population et la prise en considération accrue de la transition écologique. On notera également des charges financières en baisse sensible de 10% par rapport à 2022 et un maintien des taux d'imposition en 2023 avec une revalorisation des bases de 7,1% qui correspondent beaucoup à l'inflation sur l'année. Donc un endettement à long terme à la baisse sans recours à l'emprunt en 2023. Et vous noterez donc des ratios tout à fait satisfaisants en fait pour la commune comparativement aux villes de même strate, notamment des charges de personnel qui sont bien au-dessous de la moyenne de la strate à 468 €, là où la moyenne est à 672. Des investissements aussi tout à fait conséquents, vu que par habitant on est à 629, là où la moyenne est à 324. Et enfin donc un ratio de rigidité structurelle. Là il s'agit en fait des charges personnelles, des contingents et participations, des charges d'intérêt rapportées au produit de fonctionnement. Et donc on a un taux à 39%, là où la moyenne de la strate est à 54%. Donc des ratios tout à fait satisfaisants pour la commune. Je vais passer aux principales évolutions. Une capacité d'autofinancement brut à 1 692 750 au 31/12/2022. Une annuité en capital de la dette à 911 288 et donc une capacité nette à 781 461 €. Et donc une capacité de désendettement en fait qui se situe au 31/12/2022 à 5 années 70, là où en 2017 on était à 8 années 86. Donc on peut noter une baisse plus que sensible de la capacité de désendettement. Je vais passer aux recettes de fonctionnement. Donc les recettes prévues au BP 2023 sont en hausse de 96 000 € par rapport à 2022, soit une hausse de 0,7%. Des produits de services donc, pour un montant de 590 000 € et donc une stabilité par rapport à 2022. Je passe aux impôts et taxes. Donc, comme je vous l'indiquais à l'instant, un maintien du taux de la taxe foncière à 29,97 pour la part communale, auquel s'ajoute donc le taux départemental de 23,13, soit un total de 53,10 pour 2023. Donc, en conséquence, le produit de ces contributions directes, taxe d'habitation sur les résidences secondaires, taxe foncière, s'élèvera à 8 321 324 € en 2023, contre 7 731 554 € perçus en 2022, et peut-être légèrement plus, vu que ce matin on avait une réunion de la commission de contribution des impôts directs, avec une réévaluation certaine des bases. Donc normalement on devrait avoir un produit légèrement supérieur suite à ces réévaluations de base pour des habitations nouvellement construites. Donc le total de ce chapitre impôts et taxes pour 2023 s'élèvera à 8 999 824 €.
le chapitre dotation, subvention, participation. Donc, ce chapitre, donc, pour 2023, s'élèvera à 3 729 754 €. Là-dedans, donc, bien entendu, on a la dotation globale de fonctionnement, la dotation de solidarité urbaine et la dotation nationale de péréquation. Et ensuite, des allocations compensatrices et d'autres dotations et participations qui se situeront à 159 000 € pour 2023. Les autres chapitres, autres produits de gestion courante. Là-dedans, donc, on a des revenus des immeubles pour 50 000 €, location de l'espace événement Georges Frêche pour 55 000 €, ça c'était au titre de 2022. Et pour 2023, le chapitre des autres produits de gestion courante a diminué de 52 000 € par rapport au crédit ouvert en 2022 pour s'établir à 221 000 € en 2023, soit une baisse de 18,5% due à la comptabilisation en 2022 d'un excédent de 100 000 € du lotissement du Haut-de-Valence. Je passe aux recettes d'investissement. Donc, tout d'abord, des dotations. Le FCTVA est estimé à 845 000 € en 2023, contre 899 515 en 2022. Une taxe d'aménagement prévue pour 142 000 €, alors qu'elle était de 150 146 en 2022. Ensuite, les emprunts. Donc, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, la poursuite des investissements en 2022 à niveau élevé. On constate une baisse de notre endettement du budget principal à hauteur de 10 567 344 au 1er janvier 2022. Avec une population nette progression sur les 6 dernières années à 13 147 habitants au 1er janvier 2023, son impôt correspond à une dette de 734 € par habitant. Donc l'objectif est de ramener la dette du budget principal en dessous des 700 € par habitant fin 2023, soit un niveau inférieur à celui d'il y a 10 ans. Donc pour la 6e année consécutive, il n'est pas prévu d'emprunt en 2023 et la ville n'a plus contracté d'emprunt sur le budget principal depuis 2010. Ensuite, des subventions d'investissement. Donc, nous avons perçu en 2022 4 080 738 € de subventions pour un montant estimé à 4 318 000 €. Et nous prévoyons de percevoir pour 2023 un montant de 4 715 985 €. Donc, depuis le 1er janvier 2022, on fonctionne en autorisation de paiement, en crédit de paiement. Les crédits de paiement étant la limite de crédit ouvert pour une année donnée. Donc, on constate qu'en 2022, on avait perçu 4 080 738 et pour 2023, on prévoit 4 715 986 € qui se déclinent donc sur les différents programmes services communs, patrimoine, proximité, services à la population, école jeunesse, environnement, accès à la culture et aménagement urbain. Donc, ce montant de recettes d'investissement à 13 550 790 € correspond au total des subventions perçues en 2022 et attendues de 2023 à 2026, soit 52% de l'ensemble des investissements prévus en autorisation de programme. Je passe aux autres recettes. Les
acquisition d'actifs pour un montant exceptionnel de 393 751 euros. Et donc il n'y a pas d'affectation de résultats prévus pour 2023 car la section d'investissement est largement excédentaire en 2022 avec un résultat attendu de 4 298 000 euros. Je passe aux dépenses de fonctionnement. Donc, le total des dépenses de fonctionnement est estimé pour 2023 à 14 803 000 euros, soit 96 000 euros de plus par rapport au crédit ouvert en 2022, soit 0,7% d'augmentation. Concernant le chapitre charges à caractère général, les charges à caractère général sont en baisse de 4,3%. En 2023, les prévisions s'établissent à 4 451 000 euros, soit 200 000 euros de moins que les crédits ouverts en 2022. En effet, l'année 2022 avait vu le passage du Tour de France avec donc des dépenses afférentes et l'acquisition de lanternes LED pour les 2500 points lumineux restants. Ainsi, les achats de matériel baissent de 413 000 euros, soit moins 49%. Les contrats de prestation de services en baisse de 194 000, soit 24% de moins. Il est à noter que la hausse des prix de l'énergie, notamment des fournitures d'électricité, est atténuée par la réduction des consommations attendues pour l'éclairage public suite justement à l'installation de lampes LED. Je passe aux charges de personnel. Donc, les charges personnelles s'élèveront à 7 038 000 euros, soit une hausse de 3,7% par rapport au crédit ouvert en 2022, liée notamment à la hausse du point d'indice constaté au 1er juillet 2022, ainsi qu'au glissement vieillesse technicité à l'instauration du régime indemnitaire voté à l'unanimité le 10 décembre 2021. Donc, on constate des charges personnelles au 31 décembre 2022 pour l'année 2022 de 6 789 582, soit une hausse de 14,16% en 5 ans. Et si on déduit les atténuations de charges, on a une charge nette en personnel pour 2022 à 6 589 243, soit sur 5 ans plus 13,45, ce qui fait donc même pas 3% par an sur cette période. Ensuite, vous avez donc la répartition des emplois donc, entre titulaires et stagiaires et non titulaires permanents, qui était donc au 31 décembre 2022 de 143 titulaires et 8 non titulaires permanents. Une répartition par sexe, donc 45% de femmes, 55% d'hommes. Une répartition donc par catégorie statutaire, entre catégories A, B et C, et ensuite des éléments constitutifs de la paie. Tout ça, c'est donc sur les tableaux annexés. Je passe aux autres charges de gestion. Donc, les autres charges de gestion sont prévues à 1 219 000 euros en 2023, en légère hausse par rapport au crédit ouvert en 2022 de 16 300 euros, soit plus 1,4%. Donc, dans ce chapitre, on a les aides aux associations, les indemnités des élus, les dotations de fonctionnement aux écoles privées sous contrat, la subvention d'équilibre du budget culture et les aides au permis. Donc, ensuite, des charges financières. La baisse des charges financières continue depuis 2016 et se poursuit en 2023 avec une prévision à 215 000 euros. Là où en 2022, on était à 226 441. Ensuite, des charges exceptionnelles pour un montant de 5 000 euros
ensuite des atténuations de produits. Donc, dans ces atténuations de produits, on a le reversement au FPIC. Donc là, il est prévu donc en 2023 un montant identique à celui de 2022 pour un montant de 262 millions. Et donc une charge nette au niveau de ce SPIC en 2022 à 23 350 €. Il y a eu 206 545 de contributions et un reversement de 183 195 €. Je passe aux dépenses d'équipement en AP-CP. Donc en 2022, les travaux les plus importants, des acquisitions de matériel divers pour 464 000 €, dont la chasse-neige acquis, la réhabilitation de l'Ermitage pour 36 000 €, il s'agit là du traitement des falaises, les travaux de voirie pour 425 000 €, la participation à la rocade ouest pour 592 000 €. Donc un total en 2022 de dépenses d'équipement à 8 666 050, soit 2 fois plus qu'en 2016 où on était à 4 390 028 €. Donc on a doublé les investissements en 6 ans, en montant. Pour l'année 2023, les crédits de paiement se répartissent comme suit. Donc, au niveau des services communs, acquisition de matériel informatique pour 452 000 €, acquisition de matériel divers pour 613 000 €. Au niveau du programme patrimoine, la réfection de la chapelle des pénitents pour 146 000 €, la réhabilitation de l'Ermitage pour 600 000 €. Dans le programme proximité service à la population, l'aménagement du cimetière à Ségelan pour 100 000 €. Dans le programme école jeunesse de l'école des Terres Bleues pour 196 000 €. Dans le programme environnement, l'enfouissement des réseaux pour 543 000 €. La production d'énergie renouvelable pour 280 000 €. La rénovation énergétique des bâtiments pour 225 000 €. Dans l'autorisation de programme accès à la culture et des travaux au musée du Gévaudan pour 653 000 €. L'extension du cinéma Trianon pour 1 035 000 €. Dans le programme aménagement urbain, l'aménagement de la place Charles de Gaulle pour 135 000 €. Il s'agit là des études, des travaux de voirie pour 771 000 €. L'aménagement du parking Prévival pour 130 000 €. L'aménagement de la rue de l'Espérance pour 200 000 €, la fin de la rocade ouest pour 626 000 €. Et des dépenses d'équipement hors AP-CP qui correspondent aux études, aux subventions d'équipement versées, aux acquisitions foncières pour 1 690 000 € en crédit nouveau et 1 617 091 € en crédit en reste à réaliser. Et enfin, le remboursement du capital des emprunts, dont le montant inscrit pour l'année 2023 est de 935 000 €. Je vais passer au budget annexe, le budget transport des personnes. Donc, au 31 décembre 2022, le résultat présente un excédent global d'environ 890 000 €. Des recettes de fonctionnement constituées essentiellement du produit du versement mobilité des participations de la région qui permettent donc de payer les transports urbains scolaires et l'alignement de l'OUD. Donc le résultat de clôture, donc, je viens de l'indiquer, s'élève à environ 890 000 €. Et il est prévu d'utiliser ces excédents pour améliorer le service offert aux Mandois, poursuivre les travaux d'accessibilité aux abribus et réaliser un schéma des mobilités sur la ville de Mans.
comptabilise donc l'ensemble des spectacles payants en dépenses, donc bien sûr des charges liées à l'organisation de ces spectacles pour 252 000 € et en recettes le produit des entrées au spectacle et les subventions de la région, du département, différentes participations, la différence étant une subvention d'équilibre versée par le budget principal et limitée en 2023 à 142 000 €. Ensuite, le budget réseau de chaleur. Donc, le résultat présente un déficit global en 2022 de 60 411 €, avec un déficit de 175 700 € en investissement et un excédent de 115 000 € de 190 en section d'exploitation. Donc les prévisions de raccordement attendues sur les années à venir laissent supposer que l'équilibre budgétaire sera atteint en 2024. Et il est à noter que le délégataire supporte les investissements. Ensuite, le budget cité administrative. Ce budget comptabilise les charges de fonctionnement du bâtiment, les intérêts de la dette, son remboursement et les loyers des administrations occupant les 6 étages. Donc ce budget a été financé au départ par un emprunt donc, de 6 430 000 € qui génère une annuité de 334 000 €. Et ce prêt donc, avait été renégocié en 2018 avec donc ça avait permis de baisser le taux de 3% et de réduire donc la durée résiduelle de 183 mois. Donc ce résultat présente un excédent global en 2022 de 462 000 € avec un déficit de 188 000 € en investissement et un excédent de 648 000 € en exploitation. Concernant le budget centre de gestion, ce budget enregistre le paiement de la taxe foncière et son remboursement par le preneur, ainsi les loyers dont le montant couvre les échéances d'emprunt. Et donc ce budget présente un solde global de 2 415 € au 31 décembre 2022, soit un déficit d'investissement de 34 559 et un excédent de 36 974 en exploitation. Concernant le budget lotissement des Hauts-de-Valcroze, il a été créé donc, en 2020. Il enregistre pour la fin des travaux d'aménagement du terrain pour 6 304 € en 2022. Le solde des travaux à réaliser en 2023 est de 500 €, auquel il faudra ajouter l'acquisition du terrain au budget principal. Sur les 9 lots proposés à la vente, 2 restent attribués pour 123 255 €. Donc l'excédent attendu sera de l'ordre de 90 000 € après le versement de 100 000 € au budget principal en 2022. Concernant le budget maison de santé, qui lui donc est prévu hors taxe, le montant total des dépenses reste fixé à 4 400 000 €. Les recettes se répartissent de manière suivante: subvention pour 2 640 000 € et recours à l'emprunt pour 1 760 000 €. Et les dépenses enregistrées sur l'année 2022 sont de 80 427 €. Concernant le budget lotissement de Vamos, donc les dépenses enregistrées pour 2022 sont de 146 765 €, dont 141 159 de frais d'acquisition de terrain. Et les aménagements couvrent pour un montant de 20 398 €. Donc ce lotissement est réalisé pour 6 lots sur une superficie initiale de 7 000 m² donc à Vamos. Et enfin le budget lotissement Joséphine Baker. Donc ce budget a été créé en 2022, il n'a pas fait l'objet d'un vote en 2022,
réalisation d'un lotissement de 25 à 30 lots sur une superficie de 20 000 m² à l'Odevest, et les travaux sont estimés à 600 000 euros. Voilà, j'en ai terminé donc pour le budget principal et le budget annexe. Merci M. Alencourt pour les détails et la qualité de cette présentation. Donc je vous laisse la parole et après je ferai une réponse globale et in fine. Madame Soulier. Alors, vous nous avez dit en conseil communautaire que nous cherchions à faire peur aux Mandois de façon irresponsable. Je trouve ces paroles fort dommageables. J'ai travaillé plus d'une trentaine d'heures en mon âme et conscience afin d'étudier au mieux les éléments transmis pour donner la vision la plus objective possible sans faire dans le spectaculaire. Vous parlez de quoi? De la communauté de communes ou de la commune? Non, j'y viens. Je fais une mise en situation. Parlez de la commune, s'il vous plaît. Oui, mais je vous préviens juste que cette sémantique contrariante, voire caricaturale. Bon, venons-en en fait. Voilà, je viens. Justement au doc qui nous intéresse. En ce qui concerne la commune, tout va presque bien. Pourquoi? Attendez. Soyez pas impatients. Je ne vais pas dans le... Mais... C'est la première fois que vous parlez comme ça. Non mais attendez. Je le souligne. Attendez. Il faut le rappeler pour rester humble. Parce que, pourquoi tout va presque bien? Parce que suite à la loi Elan, il faut le rappeler, soyez humble, la commune a vendu les bijoux de famille, et je tiens à le préciser, accumulés en d'autres temps. Là, c'est une réponse par rapport à ce que vous m'aviez dit aussi. Je tiens à rappeler qu'ils ne peuvent être cédés qu'une seule fois. Le patrimoine de la commune a fortement été entamé. Je vous rappellerai également que la commune se trouve dans une situation plus favorable, suite également à la récupération des excédents eau et assainissement, qui feront défaut plus tard pour la communauté de communes. Ensuite, pour le budget présenté dans ce DOB, j'appelle votre vigilance sur certains marqueurs. Nous voyons un fléchissement des capacités d'autofinancement brut et net en 2022, avec un taux d'épargne brute qui est passé en deçà des 8%, en deçà des ratios satisfaisants qui se situent, comme vous le notez dans votre document, entre 8 et 15%. Nous avons également une très légère augmentation du nombre d'années nécessaires au désendettement, après, certes, une forte diminution de cette durée pendant 3 ans. Un fléchissement qui appelle donc à la prudence et à l'humilité. Et là, vous allez trouver que je sors encore du cadre. En revanche, ce qui m'inquiète plus, c'est le bloc communal. Ici, la commune et la communauté de communes sont intimement liées. Nous le voyons au fil des délibérations, ainsi que suite à la mutualisation. Et la très mauvaise santé de l'une pourrait à moyen terme avoir une incidence sur la santé de l'autre. J'ai fait le plus objectif, avec la plus grande objectivité qui soit. D'autres prises de parole? Monsieur le maire, vous avez coutume, et vous l'avez fait vendredi dernier, de me reprocher de retenir souvent que les chiffres qui m'intéressent, de taire ce qui pourrait affaiblir la thèse que je soutenais. Là, je crois que je baisse les armes, j'ai trouvé plus fort que moi. Vous savez présenter un budget qui se traduit, écrivez-vous, par un maintien des taux d'imposition, un désendettement, un investissement soutenu. Sur ma particularité, Madame Soulier vient d'aborder un point particulier, vous avez effectivement pris soin de ne pas expliquer pourquoi vous pouviez continuer à désendetter la commune, pourquoi vous pouviez, alors cette fois-ci vous ne baissez pas les taux, mais vous pouviez les maintenir, et pourquoi vous aviez pu en 2022, et vous pourrez en 2023, présenter un budget d'investissement d'équipement soutenu. Premier élément, ça a été dit, le chiffre, je le rappelle, c'est quand même 9,5 millions d'euros, à quelques centaines de milliers d'euros près, que la commune a perçu en 2021 à la suite de la vente de la résidence Saint-Jean, et puis en 2022 à la suite de la transmission des baux emphytéotiques pour une durée en effet de 30 ans, et comme l'indiquait Madame Soulier,
ce bonheur n'a lieu qu'une fois. Mais ce premier cadeau du ciel, ou plutôt un cadeau de M. de Normandie quand il était ministre et de la loi Elan, vous en avez un deuxième. Et là aussi, vous êtes extrêmement timide. Les Mandois s'apercevront, et vous aurez beau jeu de dire c'est pas de votre faute, que les impôts vont quand même augmenter parce que le deuxième cadeau que vous recevez aujourd'hui, cadeau du ciel, c'est celui de la hausse des bases d'imposition de 7,1. C'est pas vous, c'est l'État. C'est vrai que maintenant, ces bases sont indexées sur le coût de consommation. Et j'ai attendu avec attention M. Combe m'indiquer qu'en plus, il était possible que les valeurs locatives soient valorisées. Donc pour les habitants mandois, par contre, ça va être possible, même sûr. Donc pour les habitants de notre belle ville de Mende, ça va être une douche froide, parce qu'effectivement les augmentations seront quand même sérieuses. Mais quand même, ce deuxième cadeau du ciel, il vous permet d'avoir une augmentation en recettes de fonctionnement qui ne sont pas négligeables. À minima, regardez les chiffres que vous m'avez donnés, c'est 589 770 € en plus. Donc dans ces conditions-là, oui, la commune continue son désendettement et les charges financières baissent, mais avec 9,5 millions d'euros reçus en caisse, je ne sais pas quel est le montant actuel, je poserai sûrement la question la prochaine fois lors du débat d'adoption du budget. Mais c'est la moindre des choses que la commune n'emprunte pas. C'est la moindre des choses que la commune n'est même pas, j'allais dire, affecter ses fonds propres, qui, avec une telle somme, n'arriverait pas à financer les travaux qui ont été faits. Donc, vous vous attribuez des mérites, en tout cas celui-ci, qui n'est absolument pas le fruit de votre politique. Votre politique, on la jugera sur d'autres critères. Sur l'investissement soutenu, je présume qu'il reste encore un peu d'argent, c'est là non plus, pas une gageure, une gageure, excusez-moi, que de dire que vous allez pouvoir investir en 2023. N'importe qui, effectivement, pourrait le faire. Quant au maintien des taux d'imposition, ils ont en effet baissé les 2-3 dernières années, de manière extrêmement modérée, parce que nous sommes quand même bien encore en dessus des moyennes de la strate, mais je crois que c'est d'ailleurs reconnu dans votre document. C'est la raison pour laquelle je pense que ce budget aurait, en tout cas cette orientation budgétaire aurait été plus objective si vous aviez donné la possibilité aux Mandoises et Mandois de comprendre pourquoi vous pouvez vous enorgueillir de chiffres qui sont en effet effectivement meilleurs. Et je conclurai en disant que le produit et le fruit de votre activité à la tête de cette mairie ne se jugera pas en effet sur ce document d'orientation budgétaire aujourd'hui, parce que je dis quelque part effectivement il ne provient pas du tout des décisions que vous prenez. Il se jugera sur l'attractivité que la commune de Mende peut attirer en termes d'habitants, par exemple. Les derniers chiffres n'étaient pas très très bons. Vous avez reconnu qu'effectivement... Vous prenez les 6 dernières années, mais vous prenez toujours les chiffres... Ah non, non, mais moi je regarde un peu l'avenir et je sais que nous avons un recenseur... Attendez, laissez-moi terminer, vous reprendrez après, ou alors je vous couperai tout à l'heure et vous allez être furieux. Bon, ayez la politesse de me laisser terminer. Nous avons un recensement cette année sur la commune de Mende, donc nous verrons effectivement quels sont les chiffres. C'est à ce moment-là qu'on jugera. Si les chiffres sont bons, vous pourrez dire bien c'est bien mon travail et mon œuvre. Si les chiffres sont moins bons, j'espère que vous allez reconnaître le mérite de reconnaître qu'effectivement votre politique n'a pas porté ses fruits. Dernière question, à moins que je voulais poser effectivement une question, est-ce que nous allons, parce qu'ensuite les votes qui sont présentés, notamment dans les journaux, prêtent à confusion, est-ce qu'en fin de débat, vous allez soumettre un vote à l'Assemblée? Oui. Maintenant, ce vote va-t-il consister à approuver l'orientation budgétaire ou va-t-il consister uniquement à donner acte de la présentation? Non, il y a donner acte et... Donc il y aura deux votes, parce que comme vendredi dernier, il y en a eu un, et j'ai effectivement compris qu'on pouvait interpréter notre position, d'ailleurs je crois que vous avez une position commune, comme étant l'approbation du top, et vous avez bien compris dans mes propos comme éthique. Ne vous inquiétez pas là-dessus, on sait très bien comment vous votez. Vous oui, mais pas forcément effectivement ce qui peut être. Et les gens de la communauté commune. Ah oui, bon, je vous avoue, pour être très honnête, que je ne mets pas sur le même plan la situation de la commune de la situation de la Concom, mais je répète, la situation de la commune, elle est transitoire. Quand vous aurez vidé la cagnotte, quid de l'avenir? Vous retournez dans votre travail, monsieur Pouget. C'est vous qui les qualifiez de travail. D'autres prises de parole? Donc je vais essayer de répondre globalement. Je voudrais d'abord qu'on présente le premier tableau qui concerne Mende 2020 et Mende 2021. Je ne sais pas 2022, puisque on voit
Donc est-ce qu'on peut grossir à l'écran là? Parce que ça, c'est pas mes chiffres. C'est pas moi qui truque les chiffres, je les trouve comme tout un chacun sur les... Donc c'est les chiffres qui émanent des comptes publics pour l'année 2020 et l'année 2021. Ce que je voulais vous faire remarquer, c'est qu'entre 2020 et 2021, on a progressé. Donc avec cette espèce de Nutri-Score de lettrage, donc qui nous compare, et je suis d'accord avec vous, M. Abel, puisqu'on a eu la discussion dans la commission, qui nous compare aux villes de 10 000 à 20 000 habitants. Mais je vais vous montrer tout à l'heure le tableau qui nous compare, puisque vous m'avez demandé, aux villes-préfectures qui sont, donc, qui ont les mêmes charges de centralité, ou à peu près les mêmes charges de centralité que nous, et qui sont situées dans la strate de 10 000 à 20 000. Et donc on voit bien que, vous nous dites qu'on est les mauvais gestionnaires, mais sur les charges de personnel, on est à 1. Donc ça veut dire qu'on n'est pas si mauvais que ça. En 2021, on est resté à 1. Et je vais y revenir tout à l'heure sur les charges de personnel. Parce que là, vous n'avez pas dit un mot, mais moi je vais en parler des charges de personnel. Sur les impôts locaux, on est en C. Effectivement, il y a eu une période où la fiscalité était élevée. On a fait pendant 4 ans de la baisse du taux de la taxe foncière sur la propriété bâtie. Donc on aura encore dans les temps à venir à progresser. J'avais pris un engagement de baisser de 10%, on l'a tenu en 4 ans, avec le conseil municipal. Sur le résultat comptable, on n'est pas bon. Mais c'est le choix de la politique de baisse de fiscalité. Si on n'avait pas baissé la fiscalité, on aurait un meilleur résultat comptable. Mais on l'a voulu le faire parce que justement, les Mandois voulaient rendre, comme j'ai toujours dit, un peu d'argent aux Mandois. Sur l'investissement, on est toujours très bon, en 2021 comme en 2020. Sur les emprunts souscrits, on est toujours très bon puisqu'on n'emprunte plus. Depuis 2018, et la loi Elan, je suis désolé, M. Bouget, mais les effets, c'était 2021 et 2022. Ok, on n'a pas emprunté en 2018, en 2019, en 2020. Vous êtes d'accord avec ça? C'est vrai, c'est la réalité, les chiffres. Sur la dette à la fin de l'année, bien sûr, elle baisse, puisqu'on n'emprunte plus. Elle va rebaisser encore en 2023, on va passer à, je ne sais plus combien c'est, 730 quelques euros, je vous le dirai tout à l'heure. Sur l'évolution de la dette, bien sûr, elle baisse. Sur la rigidité structurelle, on progresse même, entre 2020 et 2021. Et sur la pression fiscale, on reste, comme bon nombre de villes de centralité, sur une pression fiscale qui est plus élevée que les moyennes de l'Estrade quand on compare avec des villes qui ont moins de charges de centralité. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième tableau, c'était avec la comparaison, je ne vais pas aller dans le détail comme ça, mais pour vous montrer. Donc on a comparé avec ce qui était comparable les mêmes années, puisqu'on ne trouve pas, par exemple, pour Guéret, on n'a pas trouvé en 2021, ils ne l'ont pas donné, enfin. Mais on a Bar-le-Duc, Mende, Lons-le-Saunier, Tulle, le Puy-en-Velay, pas loin le Puy-en-Velay, Digne-les-Bains et Vesoul. Donc c'est toutes des villes qui sont préfectures et qui sont dans la strate de 10 000 à 20 000 habitants. Quand vous regardez, on est pas mal quand même. Non mais je vous invite à prendre conscience et connaissance de ça. On est pas mal quand même. Vous nous avez tapé dessus depuis 2019 en nous disant qu'on était des mauvais gestionnaires, qu'on ne savait pas gérer la ville. Je trouve, moi, sincèrement, qu'on a ok, Bar-le-Duc est un peu au-dessus de nous parce qu'il a des B alors que nous on a des C. Mais en pression fiscale, ils sont moins bons que nous. Donc la situation n'est pas si mauvaise que ça. Ça, encore une fois, ce n'est pas mes chiffres. Ce n'est pas moi qui ai inventé les chiffres. Je vais les récupérer. Et vous pouvez tous les récupérer sur un site qui existe, qui s'appelle décompte-public.fr. Et on peut regarder toutes les communes, de Lozère comme d'ailleurs. On ne peut pas comparer la commune d'Arzène-de-Randol et la commune de Nantes, bien évidemment, parce qu'on n'a pas tout à fait la même. On pourrait... Et je prédis, je vais faire comme vous, M. Bouget, je vais dire dans le mar de café, mais je pense qu'en 2023, la situation de la commune, quand on aura, fin 2023, quand on aura les chiffres sur ce site de 2022, si le site existe toujours, la situation aura encore évolué favorablement. Donc, toujours pas sur le résultat comptable, je suis
suis d'accord avec vous. Mais sur la dette à la fin de l'année, on ne sera plus en C. On va passer en B, peut-être en A. Il ne faudrait pas qu'un jour on ait que des A quand même. Sinon, ça serait... Si on les a pour la cantine, ça sert déjà bien. Donc, je vais répondre globalement. Et dans mes réponses, vous allez retrouver ce que vous avez, ce sur quoi vous vous interpellez ou ce sur quoi vous interrogez. Moi, je trouve qu'on a une ville bien gérée. Et je vais affirmer cela. Je trouve qu'on a une ville bien gérée parce qu'en 2023, on ne va pas augmenter la fiscalité. On vient de la baisser pendant 4 ans de rang. On a baissé de 10%, un peu plus de 10%, avec une moyenne sur la ville de Mende de l'impôt entre 2019 et 2023 inclus, qui aura augmenté seulement de 0,88%. Vous pouvez faire le calcul, seulement de 0,88%, moins de 1%, alors que l'inflation, elle est en moyenne plus près de 3 sur ces 5 ans. Parce que quand on discute de chiffres, c'est bien de discuter l'un sur l'autre, mais c'est bien de temps en temps de les regarder en perspective, M. Pouget. On a un désendettement qui se poursuit, à 734 € par habitant au 1er janvier, et qui sera à 663 à la fin de l'année. Largement au-dessous de la moyenne de la strate, qui est indiquée à 816 €. Et largement, très largement, en dessous des villes-préfectures, de 10 à 20 000 habitants, ces villes que je vous prenais tout à l'heure, puisque là, la moyenne est à 1084 €. Et nous, on est à 734. C'est la réalité. Un niveau d'investissement qui reste élevé. Il y a des chantiers un peu de partout. Et ça, c'est contesté par personne. C'est même, certains d'ailleurs nous l'envient, quand même, la capacité, la qualité des investissements et le nombre des investissements. Mais ça, on le voit, parce qu'en 2016, avec Alain Bertrand, il m'avait embringué dans une histoire d'atelier du territoire. Donc on a fait ces ateliers du territoire, ça a duré une paire d'années, pour réfléchir du cœur de ville jusqu'au bassin de ville, du bassin de ville jusqu'au cœur de ville. Et derrière, on a candidaté, on a été lauréat à Action Cœur de Ville. Action Cœur de Ville, je le redis, je l'affirme, ça a été un formidable booster pour la ville de Mende. Pour ses investissements propres, mais pour les investissements privés, pour les investissements des bailleurs sociaux, pour les investissements privés. On a des gens qui ne sont pas de Mende, qui viennent acheter des immeubles au centre-ville, dans la zone ORT, et qui investissent, qui rénovent. Il y en a, actuellement, il y a des chantiers. Et ces investisseurs qui ne venaient pas, qu'on n'avait pas sur notre territoire, c'est en partie grâce à ça, parce qu'il y a 2 dispositifs qui sont intéressants. Le premier, c'est la fiscalité, avec le dispositif de Normandie, et le deuxième, c'est Action Logement, qui vient accompagner pas seulement les investissements en logement public, mais qui accompagne aussi le secteur privé. Vous avez un exemple là sur le boulevard en face de la Poste, avec une dizaine de logements, ou 11 même, qui vont être rénovés. Donc c'est des investissements publics et privés sur la ville de Mende. Et ça, c'est très important pour le développement du pays. Il ne faut pas qu'il y ait simplement que de l'investissement public. Et je pense que, ça c'était Alain Bertrand qui me l'avait inculqué aussi, je pense qu'on n'est pas mauvais aussi sur l'aide à l'investissement. Pour aller chercher des sous, comme on dit, pour aller à l'État, pour aller à l'Europe, pour aller au département ou à la région. Je pense qu'on n'est pas des plus mauvais. Et les chiffres, chaque année, le prouvent. Je vais prendre qu'un seul exemple, celui du cinéma, qui est en train de se finir. On a un taux de 78% d'aide. Malgré le contexte de l'inflation, malgré la révision des prix qui impacte le chantier, tout est inclus, on sera 78% d'aide publique pour ce projet. Donc on sait, on a la capacité, et parce qu'on se déplace à Toulouse, et parce qu'on se déplace à Paris, qu'on va à la rencontre des gens, et qu'on va à la préfecture pour défendre les dossiers de Mende, on le fait dans le cadre notamment du Fonds vert,
qu'on a été en capacité, parce qu'on avait tous les éléments qui nous permettaient de déposer des dossiers, de pouvoir, demain, ou après-demain, quand le préfet aura réparti l'enveloppe, de pouvoir bénéficier d'aide, notamment pour ce qu'on a vu tout à l'heure, dans le développé pour nos écoles, pour l'isolation de nos écoles. On fait des investissements productifs et de développement durable, ce budget. On investit dans les énergies renouvelables. On investit dans les énergies renouvelables. On investit dans l'isolation des bâtiments. On a investi et on continue à investir dans le réseau de chaleur. On a investi, le chantier est en train de se finir, dans les LED. On fait des investissements pour l'avenir. Que vous nous avez dit, vous avez une cagnotte, vous en avez consommé une partie. Mais on a acheté du terrain. Et ça, on prépare. Pas moi qui serai là, mais on prépare l'avenir de la ville. On permettra demain ceux qui viendront après nous de pouvoir faire des lotissements, de pouvoir faire des aménagements. C'est ça qui est important. On a une bonne maîtrise des charges de fonctionnement. On a une bonne maîtrise des charges de fonctionnement. Les charges à caractère général, qui malgré toute l'inflation qu'on a, et notamment celle de l'énergie, vont augmenter seulement, c'est trop, mais seulement de 4,3% en 2023 par rapport à 2022. Et j'arrive aux charges de personnel, où là aussi on fait preuve d'une excellente maîtrise. 3,7% de hausse entre 2022 et 2023, alors qu'il y a 3,5% qui sont liés à l'évolution du point d'indice. Et si je compare à la situation en 2017, la moyenne entre 2017 et ce qu'on prévoit au budget de 2023, on est à 2,62%. Et vous nous dites qu'on n'est pas des bons gestionnaires. Et vous nous dites qu'on n'a pas la capacité à bien gérer cette ville. Alors que on a assumé des nouvelles politiques volontairement ou parce qu'elles nous ont été confiées par l'État. Les pièces d'identité, il a fallu les prendre en charge. Et donc trouver le personnel, organiser les services pour que ça se fasse. Le conseiller numérique, c'est une nouvelle politique. Le campus connecté, c'est une nouvelle politique qui est utile au territoire. Et le musée du Gévaudan, j'étais surpris que vous ne m'en parliez pas ce soir, du musée du Gévaudan, alors qu'on devait creuser la tombe de la ville de Mende avec le musée du Gévaudan. On est à plus de 75%, 77 ou 78% de financement public, Europe, État, région, département, pour l'investissement. Ça, il y a un moment que vous ne le contestez plus. Et sur le fonctionnement en 2023, le fonctionnement du musée, vous êtes d'accord qu'il y ait, dans ce qu'on vous propose là, au débat d'orientation budgétaire, qu'il y a de tous les personnels, on les a là, tous les personnels du musée. Vous êtes d'accord avec ça? Donc on a bien l'ensemble des dépenses et pour autant, on a bien une augmentation de 2,62% de la masse salariale entre 2017 et 2023. Donc ça, c'est de la gestion, ça, c'est du concret, c'est du factuel. Et on n'a rien abandonné. On n'a abandonné aucune politique publique. On n'a pas fermé les services. La population, je suis désolé, M. Pouget, mais elle augmente. Il faut pas le regarder sur l'âme, il faut regarder la tendance. Et moi, sur les 6 dernières années, elle a progressé de 1,1% par an, en moyenne, sur les 6 dernières années. 1,1%. Et donc, ça fait plus de 800 habitants qui sont arrivés sur la ville. Donc, ça veut dire plus de services publics, ça veut dire plus de commerce, ça veut dire plus de logements. Et c'est pour ça que la ville, elle continue à se construire. C'est pour ça qu'il y a de la dynamique sur cette ville. C'est bien parce qu'il arrive de nouvelles populations et il arrive aussi de nouvelles entreprises qui viennent s'installer sur le territoire et on verra avec la zone d'activité du Chaos, ça concerne la communauté de communes, je vous l'accorde, mais c'est quand même du développement aussi pour la ville. On a un choix qui a été assumé de la baisse du taux de la taxe foncière sur la propriété bâtie, alors avec forcément, à partir du moment où on fait une politique comme ça, on a forcément la CAF nette et le résultat d'exploitation qui se dégrade, forcément. Mais je l'assume
les villes de centralité, bien évidemment, et qui nous ressemblent un peu. Alors, certaines, comme Rodez, sont plus grosses que nous. Ok. Rodez est le champion de l'Occitanie. Et si vous regardez sur descomptes-publics.fr, il a des A presque partout, la TCL, la TCL. Mais le taux, et il a un taux de taxe foncière qui est à 48% ou quelque chose comme ça. Mais derrière, quelle est la ville qui vient derrière? C'est Mende. 53, 10. 53, 10. Regardez. Moi, je veux bien qu'on allume en permanence surtout, mais moi, je cherche le concret. J'apporte des preuves de ce que j'avance. On a des budgets annexes qui sont tous en très bonne santé. Le transport, vous l'avez vu, on a des marges de manœuvre pour faire évoluer le dispositif. Alors, je sais, vous auriez pu, j'étais étonné d'ailleurs que vous ne me reprochez pas de ne pas le faire évoluer maintenant. On ne peut pas, on n'a pas le droit. DSP, on peut modifier la marge, mais on ne peut pas modifier en profondeur. Et donc on le modifiera au 1er janvier 2025. On a les marges, je pense, sincèrement. Alors, ça reste encore affiné à étudier. On va engager les études cette année, mais pour faire évoluer le tube, pour qu'il soit peut-être plus efficace que ce qu'il est aujourd'hui, et peut-être qu'il rende un meilleur service aux Mandois. On a un budget de la culture, un budget annexe, qui depuis 2016, la subvention d'équilibre de 140 000 € qu'on vote chaque année, elle n'est pas consommée intégralement. Et pour autant, la culture marche super bien. L'équipe d'Hervé Sesco, d'Antonin Bory, qui proposent de la saison culturelle, on a beaucoup de personnes qui viennent à tous les spectacles, et pour autant, on ne consomme pas toute la subvention d'équilibre qu'on vote ici, puisque en 2022, ça doit être que 114 000 € dont on a besoin. Le réseau de chaleur, qu'est-ce qu'on n'a pas, on nous a pas dit, avec Alain Bertrand entre 2008 et 2016, et moi après, en me disant qu'on n'y arriverait pas, que ce n'était pas un bon projet. Aujourd'hui, tout le monde en veut, on est quasiment à l'équilibre de ce budget annexe, et il va produire des excédents jusqu'en 2032. La cité administrative, là aussi, on avait des menaces de départ. On vient de tout stabiliser en re-signant pour 9 ans. Alors je sais, ce n'est pas complètement satisfaisant. J'aurais préféré signer pour 30, mais l'État, comme le département, ne veut pas signer, ou ne veut pas signer des baux, enfin surtout l'État, ne veut pas signer des baux de plus de 9 ans. Donc, on a re-signé pour 9 ans, ce qui va nous amener à 2031, quelque chose comme ça. Et donc, il nous restera une dernière période un peu délicate. Il restera à la vie une dernière période un peu délicate où on a encore des emprunts. Mais après 2040, ça ira beaucoup mieux. La cité est pleine, il n'y a personne, il n'y a pas de velléité de sortir de la cité. Donc, c'est une bonne perspective de ce point de vue-là. Et puis, ça ne vous a pas échappé, on a toujours des budgets annexes de lotissement. En l'occurrence, Valcroze, Baout, Joséphine Baker, parce que la demande reste forte. Et on a le budget annexe de la NSP, de la maison de santé, dont on a un nouvel appel à projet, puisque le premier a été infructueux, va être lancé dans les prochaines semaines. Et je voulais parce que je me suis amusé à regarder, parce que vous étiez, pendant la campagne électorale de 2019-2020, vous étiez beaucoup appuyé sur le rapport de la Chambre régionale des comptes de 2019. J'ai attendu. Maintenant, on est en 2023, et donc le rapport de la Chambre régionale des comptes, il laissait des perspectives jusqu'à 2022. Regardez-le, sur tout un tas de chiffres. La CAF brute, on est 250 000 € dessus, de ce qui était annoncé par la Chambre régionale. La CAF nette, 250 000 € dessus. Les dépenses d'investissement, 3 millions d'euros dessus, de ce que nous annonçait la Chambre régionale. Les nouveaux emprunts, je n'ai plus les montants, mais il y en avait chaque année, 0 depuis 2018. L'encours de la dette, on est en dessous de 2,3 millions de ce que nous annonçait la Chambre régionale des comptes. Donc je pense que sur ces orientations budgétaires qui vous sont proposées aujourd'hui, je pense qu'on fait preuve de prudence dans les recettes. Je
Pour un exemple, le FPIC, où on a mis volontairement la dépense de 2021, 260 000 €, alors qu'en 2022, on n'était qu'à 210 et on n'a pas inclus la recette qu'on a eue en 2022. Donc on fait preuve de prudence. Et par contre, sur les dépenses, on essaye de cibler bien comme il faut pour ne pas avoir de surprise dans nos décisions modificatives qu'on aura passées. Donc pour moi, la ville est bien gérée. Contrairement à ce que vous avez pu dire, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi vous dites ça, M. Abed, en début de séance, que je suis fragilisé et que je vais l'être encore plus dans les temps à venir. Vous voulez que je vous réponde? Je vais pas. Est-ce que vous voulez que je vous réponde? Non mais laissez-moi terminer. Je suis intéressé par justement sur cette fragilité. Moi, au contraire, je pense que je sors renforcé avec ce débat d'orientation budgétaire, avec une gestion qui est saine, qui est prudente et qui défend bien les intérêts de la ville de Mende. Voilà, je vous remercie. C'est bon? Ah oui, il faut voter. Alors on vote deux fois, comme ça, oui, ça sera clair. Sur le fait que vous prenez acte qu'on vous a bien présenté ce débat d'orientation budgétaire, parce qu'il y a des oppositions, qu'il y a eu le débat. Des abstentions, donc tout le monde est favorable, et sur le fait que ces orientations budgétaires vous conviennent. Est-ce qu'il y a des oppositions? Vous ne changez pas. Des abstentions? Donc 4 oppositions, c'est ça? Oui. 3 abstentions? Et les autres qui sont favorables? Je vous remercie. Je vous rappelle qu'à 20h30, il y a l'équipe du volley qui joue. Non, c'est demain.